En fait, Michel Barnier a mis tout le monde au pied du mur pour que chacun fasse une concession, parce que il avait une mission qui était dite comme impossible, comme ça a été souligné précédemment. Il fallait que le président de la République accepte de voir des noms imposés au Quai d'Orsay éventuellement, parce qu'il voulait plutôt voir Gérald Darmanin, donc il fallait qu'il fasse des concessions. Il fallait que Attal fasse des concessions dans la mesure où il voulait pas que Wauquiez prenne trop de poids et que les LR prennent trop de poids. Dans le même temps, il fallait aussi que LR fasse des concessions parce qu'il voulait beaucoup de ministères, et en fait, il a dû mettre chacun au pied du mur en disant si vous ne faites pas chacun des concessions, je démissionne, et comme ça, vous perdez tous, parce que en cas d'élection législative anticipée, LR allait perdre des voix, Renaissance allait perdre des voix, et même on allait poser la question éventuelle de la démission ou de la destitution du président de la République en cas d'impasse. Évidemment, solution alternative. En cas d'impasse. Et donc, il a demandé des concessions à tout le monde. Attal était prêt finalement. Il a dit pas d'augmentation d'impôts. Et finalement, aujourd'hui, il dit peut-être un peu d'augmentation d'impôts. LR voulait et Bercy. Pas d'augmentation d'impôts pour les classes moyennes. Pour les classes moyennes. Oui, mais hier, il avait dit pas d'augmentation d'impôts tout court. De la classe moyenne, la classe moyenne. La définition des classes moyennes. Et ensuite, après, LR voulait et Bercy et l'intérieur. Finalement, ils ont eu que l'un des deux. Et le président de la République voulait donner son nom sur tous les, vous donner son avis sur tous les noms. Et finalement, il donnera son avis que sur quelques noms. Donc, chacun a donné du sien pour que Michel Barnier réussisse la première partie de sa mission. Et il garde son domaine réservé quand même. Dernière liste, il n'y avait pas finalement tant de LR que ça. Il y en avait 3, 4, 5. Et ensuite, après, a revu sa copie parce qu'elle a été retoquée par le président. Et l'autre paramètre qu'on avait comme problème chez Renaissance, c'est que à la fois, il devait prendre beaucoup de Renaissance, donc à peu près 10 de la ancienne majorité présidentielle, tout en renouvelant pas les anciens ministres et en trouvant des nouveaux poids lourds. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des noms qui sont finalement pas très connus. Parce qu'en fait, on va voir les noms. Il n'y en a pas beaucoup des connus. Pour incarner la promesse de renouvellement et pour dire qu'il respectait le résultat des élections législatives, il a dû virer tous les anciens ministres. Quand même, pour les Français qui ont voté pendant pour ces élections législatives, qui se retrouvent pas forcément représentés dans ce gouvernement. Parce que quand même, disait hold up, moi j'ai quand même la sensation. Oui, mais le vote des Français était surtout on pourrait dire hold up macroniste, avec en plus un kidnapping des LR. Oui, mais le vote des Français, les députés qui change, le change et ça s'aggrave. Oui, mais le vote des Français n'était pas si clair. Au premier tour, ils ont voté contre le camp présidentiel en mettant le Rassemblement national en tête. Au deuxième tour, ils ont voté contre le Rassemblement national. Et au troisième tour, les représentants du peuple, donc les députés, ont voté contre une arrivée au pouvoir de Lys Castet en disant qu'on ferait une motion de censure contre le dessus. Quand vous regardez les agences de notation et même les différents think tanks qui travaillent sur les gestions de collectivités territoriales, la région Auvergne-Rhône-Alpes est considérée comme une des régions les mieux gérées. Je parle des notes de frais de M. Wauquiez. Non, mais comme vous parlez de la question de la gestion sur ce point-là précis, parce qu'en fait, la question, c'est qu'il a réussi à baisser les dépenses publiques, notamment dans le cadre de la fusion, et c'est la chose. C'est très bien qu'en un an ou deux, il ne peut pas remettre les comptes de l'État. Justement, j'arrivais à ça. En fait, moi, je pense qu'il a refusé les finances parce que Barnier a laissé sous-entendre qu'il pouvait augmenter les impôts pour certaines catégories. Et comme c'était pas forcément la politique qu'il voulait mettre en place, peut-être que comme il avait un désaccord sur le fond de quelle politique on fait en place pour pouvoir trouver 20 milliards d'euros, il s'est dit que ça valait pas le coup de s'abîmer dans la mesure où c'était pas sa ligne politique qui était mise en avant. Et sur le cas de Bruno Retailleau, je pense qu'en fait, le choix qui a été porté sur l'intérieur, c'est qu'ils avaient le choix soit entre quelqu'un qui était ferme sur les questions migratoires et de sécurité et un autre qui était également ferme. Mais le problème, c'est que l'un est prétendant à l'élection présidentielle et donc il s'est fait éliminer par Attal, par Darmanin, etc. Et les deux par l'électorat RN. Pardon. LR, je pense qu'il y a un problème, c'est que certes, ils sont au gouvernement, mais ils ont une difficulté, c'est qu'on sait, avec ce qu'a dit Marine Le Pen, qu'on va retourner dans les élections législatives, soit à l'automne prochain, soit en septembre prochain probablement. Et est-ce que les LR vont réussir à gagner des points avec Barnier, Retailleau et Genevard? Et notamment se pose une question, pourquoi est-ce qu'aucun présidentiable n'y est allé pour porter la voix des Républicains et faire augmenter leur score? Parce que là, je pense pas qu'un électeur de droite se dise, tiens, on va voter à droite parce qu'il y a Retailleau, il y a Genevard ou il y a Barnier au gouvernement. Genevard, je précise les noms. C'est encore le cas dans la mesure où ce qu'on voit depuis avant la nomination de Barnier, c'est qu'ils sont plus opposés à Bertrand parce que c'était un potentiel présidentiel, ils sont plus opposés à Lisnard parce que c'était plus un potentiel présidentiel, ils sont plus opposés à Wauquiez. Donc au final, n'en a pas voulu. Oui, mais donc sur les autres non. Est-ce qu'au final maintenant la Macronie étant assez souple d'un point de vue idéologique, ils ne sont pas reniés sur les questions sociétales pour au final se dire que c'est pas si grave et ce qui compte c'est les ambitions personnelles de Attal, Darmanin, etc. Je suis pas persuadée parce que c'est déjà ce qu'on avait. Non, mais ça opère une clarification, c'est-à-dire que le en même temps est fini et que maintenant le macronisme a disparu pour être remplacé par ce qu'on appelait l'UDF, un parti giscardien qui est allié à RPR. C'est à peu près l'alliance entre Giscard et Chirac, c'est à peu près ça la coalition qu'on a en place. Ils vont assumer des totems qui sont beaucoup plus à droite sur les questions économiques, sur la baisse des dépenses publiques, sur la baisse des impôts et sur une fermeté de sécurité, immigration. Ils vont être à peu près plus clairs que ce qui avait été dit précédemment dans les différentes majorités, où sur la loi immigration, on avait mettre des totems plus à gauche, et idem sur les différentes questions sociétales. Je pense que tout ça c'est fini et qu'on aura un parti comme ce qu'on avait à l'époque de l'UDF ou du RPR ou ce qu'on avait de l'UMP de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire quand vous prenez le gouvernement qu'on a là en place, c'est un gouvernement qui aurait pu être géré par Nicolas Sarkozy, président de la République. D'accord.
Oui. La majorité à l'Assemblée nationale, hormis passer sur 49.3, mais ça veut dire être victime et potentiellement d'une motion de censure. Donc je pense que la seule priorité, ça va être la maîtrise des dépenses publiques. Et finalement, il va devoir présenter des coupes franches entre 15 à 25 milliards d'euros pour éviter, un, comme ça a été dit, la procédure de déficit excessif, et deux, pouvoir faire en sorte finalement de rétablir les comptes publics pour éviter une crise de la dette en France qui serait dramatique pour la première priorité qui est augmenter le niveau de vie des Français. Parce que sur les autres priorités, ça va être compliqué d'augmenter les services publics parce qu'il faudrait des dépenses supplémentaires. Il faudrait des dépenses supplémentaires hors nos marges de manœuvre sont très faibles. On peut rationaliser la dépense. On peut rationaliser, mais ça va être compliqué avec la base parlementaire qu'il a. Améliorer le niveau de vie des Français, ça prend du temps parce qu'il faudrait augmenter le niveau de richesse par habitant, et ça se fait pas en un an, ça se fait en plusieurs décennies, enfin au moins en une décennie. Et garantir la sécurité et maîtriser l'immigration, c'est est-ce que l'aile gauche de Renaissance acceptera éventuellement de voter des textes proposés par Bruno Retailleau au vu de comment s'est passée la dernière loi immigration auquel il faut rapporter que des députés comme Mendes, etc. étaient contre Retailleau. Je ne sais pas si Retailleau pourra déposer exactement l'essence de son idée de projet de loi pour maîtriser les flux migratoires. Avec tout ce qu'on a dit, je sais que la question n'est pas simple, mais pour vous, il a quelle espérance de vie, ce gouvernement ? Entre 6 mois et 1 an. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Je trouve que vous êtes très optimiste. Peut-être le temps d'une grossesse, 9 mois. Non, mais parce que, en fait, aujourd'hui, quel est forcément l'intérêt des oppositions à pouvoir tout faire tomber le gouvernement? Si aujourd'hui vous mettez à la place du NFP, évidemment qu'ils vont voter contre, ils vont voter toute motion de censure. Mais est-ce que Marine Le Pen voudra provoquer une déstabilisation du régime maintenant, ou est-ce qu'elle voudra, au vu de l'échec de entre guillemets son plan Matignon, prendre du temps pour restructurer son parti, restructurer son offre politique et trouver des candidats et plutôt préparer l'élection dans 1 an plutôt que de provoquer une crise de régime dans 6 mois? Mais moi je pense qu'il y a une fenêtre de tir, c'est-à-dire ils ont tous